Salut, c'est Cassius, vive ton Vroly. Chapitre 10 du livre de Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de repos. Chapitre 10 intitulé Le vin et la vigne des alchimistes. Comme me disait Gaston Roupnel, la vigne crée tout, même son sol. C'est la vigne elle-même qui, en entassant ses débris et ses déchets, s'est construit son propre terroir et s'y est composée la noble et subtile essence dont elle nourrit son fruit. Gaston Roupnel, Histoire de la campagne française, page 248. Paragraphe 1. Jusque dans le détail de ces interminables recherches, l'alchimie est toujours ambitieuse d'une grande vision du monde. Elle voit un univers en action dans la profondeur de la moindre substance. Elle mesure l'influence des forces multiples et lointaines dans la plus lente des expériences. Que cette profondeur soit finalement un vertige, que cette vue universelle paraisse une vision rêveuse quand on la compare aux principes généraux de la science moderne, voilà qui ne ruine pas la puissance psychologique de tant de rêveries convaincues, de si grandes images honorées, d'une si constante conviction. Que cette profondeur soit finalement un vertige, que cette vue universelle paraisse une vision rêveuse quand on la compare aux principes généraux de la science moderne, voilà qui ne ruine pas la puissance psychologique de tant de rêveries convaincues, de si grandes images honorées, d'une si constante conviction. Les belles matières, l'or et le mercure, le miel et le pain, l'huile et le vin, amassent des rêveries qui se coordonnent si naturellement qu'on peut y déceler des lois de rêve, des principes de la vie onirique. Une belle matière, un beau fruit nous enseigne souvent l'unité de rêve, la plus solide des unités poétiques. Pour un rêveur de la matière, un raisin bien composé, n'est-il pas déjà un beau rêve de la vigne? N'a-t-il pas été formé par les forces oniriques du végétal? Dans tous ces objets, la nature rêve. Dès lors, à suivre fidèlement la méditation alchimique d'une substance choisie, d'une substance toujours cueillie dans la nature, on accède à cette conviction de l'image qui est poétiquement salutaire, qui nous prouve que la poésie n'est pas un jeu, mais bien une force de la nature. Elle élucide le rêve des choses. On comprend alors ce qu'est la métaphore vraie, la métaphore deux fois vraie, vraie dans son expérience et vraie dans son élan onirique. On en trouvera la preuve dans la vigne alchimique, qui pourra s'interpréter aussi bien comme expérience du végétal que comme rêverie du monde des pierres. La vigne fera aussi sincèrement un raisin et un rubis, des muscadets dorés ou des chasselas de chrysopras. Huysmans. Mais avant de montrer cette transitivité, de l'expérience et du rêve, faisons un essai d'alchimie naturelle, sans le secours des livres, en nous abandonnant aussi naïvement que possible à cette force de condensation des images familières à l'alchimiste. Paragraphe 2. Pour une telle rêverie condensée en une substance aimée d'un amour parlant, qu'est-ce que le vin? C'est un corps vivant où se tiennent en équilibre les esprits les plus divers, les esprits volants et les esprits pondérés, conjonction d'un ciel et d'un terroir. Mieux que tout autre végétal, la vigne trouve l'accord des mercures de la terre, donnant ainsi au vin son juste poids. Elle travaille tout le long de l'année en suivant la marche du soleil à travers tous les signes zodiacaux. Le vin n'oublie jamais, au plus profond des caves, de recommencer cette marche du soleil dans les maisons du ciel.
C'est en marquant ainsi les saisons qu'il trouve le plus étonnant des arts, l'art de vieillir. D'une manière toute substantielle, la vigne prend à la lune, au soleil, à l'étoile, un peu de soufre pur, seul capable de bien élémenter tous les feux des vivants. Ainsi un vrai vin appelle le plus sensible des horoscopes. S'il passe au ciel une comète, c'est une autre vendange. Nos formules, séchées dans les concepts, n'y voient guère qu'une étiquette pour illustrer la date d'un vin fameux, petite mnémotechnie d'un temps qui oublie la minutieuse individualité d'une année de loyal soleil. Mais le vigneron passionné, qui médite toute l'année les signes du vin, n'oubliera jamais que la comète nouvelle donne au vin une substance qui descend bien rarement du ciel sur la terre. La comète est moins un astre qu'une exhalaison. Cette longue queue molle coulant dans les hautes couches du ciel est essentiellement humide. Elle est riche d'un feu liquide et suave, d'une eau essentielle et subtile, longtemps distillée au firmament. La vigne attire cette eau céleste, la seule qu'elle tolère, venue des cieux dominateurs. Le vin de la comète en reçoit une douceur qui ne ruine pas la force. Le vin de la comète en reçoit une douceur qui ne ruine pas la force. Note, on dit aussi que la vigne a peur du tonnerre, confère Paul Vanière. Lorsque le tonnerre gronde, la vigne éprouve avec horreur ses effets jusque dans les tourments où sa liqueur est renfermée, et la crainte lui fait changer de couleur. À qui rêve le vin dans la nature, avec toute l'histoire des influences célestes de l'année, comme le répertoire des actes du soleil et des astres, la pluie est une maladie de l'atmosphère vivante. En assombrissant le coteau, elle ternit la couleur d'un vin qui n'a plus son compte de lumière. Tout rêveur qui vit dans la sympathie de la vigne sait bien que le cep, contre l'eau terrestre ou fluviale, est toute vigilance. La souche est une poigne qui empêche toute eau de monter jusqu'au grain. Elle tord en sa racine des sèves quintessentiées. Et le sarment sec dans toutes les fibres de la substance, et le sarment sec dans toutes les fibres de la substance, interdit à l'être humide de polluer le raisin. En des temps cartésiens, un médecin écrit les conduits par où la sève de la vigne monte sont tellement étroits qu'ils ne laissent passer que le sucre le plus pur et le plus subtil de la terre, au lieu que les tuyaux par où le sucre des pommiers et des poiriers s'élève sont si larges qu'ils laissent monter indifféremment les principes grossiers et les subtils. Ainsi la nature a pris soin, bonne mère, d'interdire par la force des treilles l'union des liquides contraires, l'union de l'eau et du vin, l'union de la mare et du coteau. La chimie moderne, sans doute, nous enjoindrait devant d'aussi vaines rêveries. Elle nous prouve par ses faciles analyses que le raisin est un fruit à queue et l'agronomie conseille des pratiques qui gonflent la vendange. Il est des pays plats où s'arrosent les vignes. Ce sont là des pays que le rêve du vin ne visite pas. Pour qui rêvent les substances dans leur acte profond, l'eau et le vin sont des liquides ennemis. C'est médecine que les mêler. Un vin coupé d'eau, la bonne langue française ne s'y trompe pas, c'est vraiment un vin qui a perdu sa virilité. Paragraphe 3. Feuilletant maintenant quelques vieux livres qui suivent l'histoire du monde dans le cœur des substances, on a parfois la chance de rencontrer une alchimie du végétal. Cette alchimie du règne intermédiaire est la vacance du sage. S'y détendent les forces métalliques et les transmutations s'y font par la douceur. Les trois règnes de la vie alchimique, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, ont chacun leur roi. Dans ce court chapitre, ne pensons qu'à ces êtres dominateurs.
L'or est le roi des métaux, le lion le roi des animaux, et c'est la vigne qui est la reine du monde intermédiaire. Qui voudra prendre une vue vraiment hiérarchique de la végétation devra ainsi s'instruire des grandes vérités de la vie alchimique. Mais il faudrait un livre pour décrire toute cette botanique royale et faire comprendre le mépris des alchimistes pour les herbes. Voyons simplement l'affinité des trois liquides fondamentaux. Dans le monde minéral travaille le mercure, principe de toute liquidité, principe qui donne à l'eau toujours un peu lourde quelques subtilités. Le mercure des philosophes est une eau savante qui est dissoute que l'eau des sources ne sait pas entamer. La vie animale a aussi son liquide noble, c'est le sang. Élément de la vie même, principe de sa force et de sa durée, loi d'une race. Nous n'en comprenons plus guère la primauté depuis que la physiologie nous a habitués à ces conceptions de la vie nerveuse. Infidèles à la primitivité des rêves substantiels, les poètes, comme l'a montré Gabriel Audisio, utilisent souvent à tort et à travers les images du sang. Les images chimiques ont une autre mesure. Quant à la vie végétative, vie si souvent exténuée, si affadie par l'effusion du principe aqueux, vie presque toujours sans force, sans ressort, sans offensivité, elle a cependant dans sa reine, dans la vigne, la révélation d'un liquide créateur. Que de poètes, croyant ne vivre que dans un monde de métaphores, ont chanté le vin comme un sang végétal. L'alchimie parle d'un autre ton. L'alchimie parle d'un autre ton. C'est ici que la métaphore vraie montre toutes ses vertus de transaction. On dira aussi bien le vin est le sang de la vigne, ou le sang est le vin animal. Et entre les règnes extrêmes, entre les liquides extrêmes de haute noblesse, entre l'or potable et le sang, c'est le vin qui est le naturel intermédiaire. Une quintessence, dit un vieux livre, se joint volontiers à une autre quintessence. Il faut un véhicule ou médium alors, qui est cette quintessence métallique, pour se joindre à l'eau de vie végétale, et par cette dernière à l'homme. Car s'il y a une grande distance entre l'or et le vin, elle est encore plus grande entre l'or et l'homme, mais elle est petite entre le vin et l'homme, puisqu'elle fait partie de sa subsistance. Il faut donc que l'or soit rapproché de la nature animale par les voies philosophiques et par l'esprit de vin. Il faut donc que l'or soit rapproché de la nature animale par les voies philosophiques et par l'esprit de vin, qui le rend universel. Car autrement, quelle apparence y aurait-il qu'un corps le plus compact, car autrement, quelle apparence y aurait-il qu'un corps le plus compact, l'or, puisse servir au rétablissement et à la conservation de la plus faible des créatures. L'art des adeptes qui cherchent la jouvence par ces voies de la reine végétale, l'art des adeptes qui cherchent la jouvence par ces voies de la reine végétale en se confiant à l'éminente universalité du vin, à sa force d'univers, à sa fonction cosmique, sera donc d'unir l'or et le vin. Mais oublions-nous que pour l'alchimiste, le soleil est au sens fort du terme l'or du firmament. Cet or solaire, plus finement élémenté que l'or de la terre, quand il entre à flot dans la grappe mûrissante. La vigne est un aimant, elle attire l'or du soleil, elle séduit l'or astral pour des noces alchimiques. N'enseignera-t-elle pas à l'alchimiste l'art de faire du vin un aimant pour l'or de la terre ? Nous sommes bien ici au cœur d'une image matérielle qui attire toutes les abeilles de la métaphore. Mais que de mystères reste encore autour du vin des alchimistes, et d'abord le plus grand, l'insondable. Comment le vin peut-il avoir tant de couleurs ? Comment peut-il être rouge ou doré ?
Comment peut-il précisément porter soit le signe de l'or, soit le signe du sang? Il est vraiment aux deux pôles de la plus grande des transmutations, la transmutation du vieil or en jeunesse humaine. Paragraphe 4. Ainsi, au temps de l'alchimie, les métaphores sont solidaires des transmutations. Une expérience psychologique double l'expérience alchimique. La pensée alchimique nous prouve la réversibilité des métaphores. Le vin blanc est or potable. Le vin rouge est un sang. Ce ne sont plus là des images, ce sont des expériences cosmiques. Quand un alchimiste cherche l'inquintessence du minéral, il écoute l'enseignement de la nature qui nous a donné avec le vin la quintessence du monde végétal. Pour nous en convaincre, lisons encore ce fragment du Vadémécum de Lecrom, page 23. Timagène dit « Dites-moi, je vous prie, lequel des végétaux donne la meilleure quintessence ?» Aristippe répond « La vigne, comme la reine des simples, nous présente cette quintessence dans son vin, la plus excellente des liqueurs. Cette quintessence s'accommode mieux à notre tempérament que celle des autres végétaux, à cause de sa conformité avec notre chaleur naturelle et du peu d'impression qu'elle retient de la terre. C'est par ses qualités qu'elle a la vertu de guérir toutes les maladies de l'homme quand elle est bien préparée, et de lui augmenter sa chaleur. Comme universelle, elle réchauffe un tempérament humide et froid, et rafraîchit un tempérament chaud et sec. Insensiblement, dans la suite du dialogue, Aristippe pense à la panacée spagyrique après avoir évoqué la jouvence du vin. Belle preuve d'une continuité des images de la matière. Que le vin réchauffe et désaltère, qu'il ait toutes les qualités contraires, voilà ce qu'il plaçait au rang de l'archétype de la panacée en des heures où la chaleur tempérée était le signe le plus éclatant de la santé. Mais il est peut-être des contraires plus fins, des contraires qui suscitent des dialectiques plus bavardes, des dialectiques qui n'en finissent pas d'échanger leurs valeurs. Pour nous, il nous enchante de trouver dans notre verre la dialectique du subtil et du corroborant. On est si sûr, devant une telle contradiction, de tenir un grand bien de la terre, une substance naturelle et profonde, un archétype du monde de la matière. Paragraphe 5, cinquième et dernier paragraphe du chapitre. Oui, les substances ont des types primitifs, comme en ont les formes. Le vin est un archétype substantiel du monde de la matière. Il peut être grand ou petit, gros ou délicat, fort ou léger, mais il est toujours pur. Comme dit un alchimiste, la vigne laisse dans la terre les crasses maudites. Si dans sa fougue de bouillonnement, le vin a entraîné la multitude du moult, il porte en sa substance le principe de sa purification. Dans le cœur de la cuve, de veineux, il devient artériel, clair, vif, courant, prêt à rénover le cœur de l'homme. C'est vraiment une substance hiérarchisée qui est sûre de ses bienfaits. Ces images substantielles, ces images toutes matérielles de la substance, comme elles tiennent à notre langage, comme nous avons besoin de ces substantifs primitifs pour parler, pour chanter, pour nous comprendre et nous unir les uns les autres, c'est bien des archétypes de la matière que rêve un Milos en méditant certains mots essentiels, tels que pain, sel, sang, soleil, terre, eau, lumière, ténèbres, ainsi que tous les noms des métaux, car ces noms ne sont ni les frères, ni les fils, mais bien les pères des objets sensibles. Cantique de la connaissance. À la liste de ces archétypes matériels, à ces substances mères,
À la liste de ces archétypes matériels, à ces substances mères, il manque précisément le vin dans les vers du poète lituanien. Mais la terre a ses gîtes pour les mots des diverses langues. Le vin ne saurait être un mot primitif dans les pays de la neige. Rien de plus local, rien de plus dialectal que le nom. Rien de plus local, rien de plus dialectal que le nom et que l'être des vins. Aux bords méridionaux où les raisins sont lourds, le vin rouge borde vraiment la mer Méditerranéenne, grand empire du milieu du règne dionysiaque. Écrasé de culture classique, nous oublions le dionysisme de la vivacité, le dionysisme du vin blanc. Nous ne rêvons pas devant des vins plus circonstanciés, les vins qui individualisent les coteaux. La médecine alchimique savait cependant allier l'universel et le particulier, reconnaître le vin cosmique dans le vin individualisé. Elle souhaitait souvent faire correspondre un vin à un organe. La couleur d'un vin aux précises réactions déterminait un diagnostic. La gamme des vins blancs éveillait tant de subtilités organiques. Et qui nous chantera par exemple les vins du regard, tendresse et malice, vin qui taquine en aimant, au vin de mon pays, vin qui unit les provinces et qui ferait dans une douce ivresse géographique un confluent de l'Aube et de la Loire. Les vins de Bar-sur-Aube approchent de bien près en couleur, saveur et bonté aux vins de l'Anjou. Ils sont clairets et fauvelets, subtils, délicats, friands, et d'un goût fort agréable au palais, approchant à la framboise. Nicolas Abraham, sûr de la framboisière, le gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement en santé. Que de fois ainsi, la vigne, reine des simples, prend le parfum d'une de ses douces suivantes comme la framboise, d'une de ses rudes servantes comme la pierre à fusil. Le vin est vraiment un universel qui sait se rendre singulier, s'il trouve toutefois un philosophe qui sache le boire. Dijon, octobre 1947.